et qui a, un peu par hasard, détecté sur une étoile qui s'appelle RW Dragon, que effectivement la courbe de lumière n'était pas constante au cours du temps. Donc il avait noté ça dans cette publication-là, hein, qui était écrite en allemand, pas en russe. Il avait donc en 1907 identifié cette étoile et le fameux mécanisme d'irrégularité de la courbe de lumière au cours du temps. Et alors l'effet Black-Scholes, qu'est-ce que c'est? Alors voici par exemple là une étoile est arrivée sans effet Black-Scholes. Cycle après cycle, vous allez pouvoir reproduire la courbe de lumière aux incertitudes de mesure près photométriques. Et lorsque vous observez l'étoile Black-Scholes, effectivement, vous allez avoir en plus une dispersion généralisée de la courbe de lumière. Alors, des exemples, voici donc ce qui se passe quand vous faites donc le repliage de toutes vos observations en fonction du temps, donc sur une phase de pulsation, et quand vous mettez un ordre chronologique, c'est-à-dire les jours en fonction de la magnitude, vous obtenez effectivement une espèce de figure de ce type-là. Hein. Ici, vous avez la bosse, le bump, vous retrouvez ici, et vous retrouvez une régularité ici, effectivement, quand c'est non Black-Scholes, tandis qu'avec une Black-Scholes, vous allez avoir effectivement des variations de ce type-là quand vous faites une chronologie des observations, plutôt qu'un repliage des courbes de lumière. Alors voici au cours du temps ce que vous observez hein, sur une étoile dont la période Black-Scholes est de 27 jours, hein, et que le rapport entre la période de Black-Scholes et la période de pulsation est de 76. Donc ça, ce sont des observations de V1124 actuelles hein, qui ont été faites au cours du temps sur environ 400 cycles d'observation. Donc c'est ça, l'effet Black-Scholes, c'est ça. C'est beau. Hein, une variation, donc là, les petits points représentent l'enveloppe de déplacement de l'ensemble de l'observation au cours de l'effet Black-Scholes. Un autre cas, MW-LIR, donc une période Black-Scholes de 17 jours pour un rapport de 42 avec la période de pulsation. Hein, donc des observations qui ont été faites par cette terrible dame, je ne sais pas si vous la connaissez. Toi, tu la connais personnellement, je crois. Ah oui, j'ai changé de mail. Tu as changé, oui. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, fréquentent par mail des grands spécialistes qui ont étudié ces travaux. Hein. Donc, voici ce qui se passe avec ça. Donc, ça, c'est l'effet Black-Scholes au sens photométrique du terme. Un autre cas, c'est SSCNC que tu connais bien aussi, que tu as travaillé, tu as observé. Hein, voilà. Hein. Et alors là, c'est celle qui a une modulation Black-Scholes la plus petite, la plus courte. Hein, voilà, qui est connue, parce que 5,3 jours de période Black-Scholes. C'est la plus petite qu'on connaisse. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, le phénomène Black-Scholes au sens photométrique du terme, pas au sens spectroscopique. Donc ça, c'est la même chose, mais présenté autrement. Alors, bien sûr, il y a eu pas mal de travaux, notamment avec Kepler, donc une très grande précision. Là, on arrivait au millième, 10 millième de magnitude, hein, parce qu'au-dessus de l'atmosphère, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de nuages, il n'y a pas beaucoup de turbulences, etc. Donc, ça permettait effectivement d'obtenir des données extraordinaires. Et donc, bien sûr, ici, vous reconnaissez une non-Black-Scholes, et ici, une Black-Scholes qui a des modulations de son amplitude au cours du temps. Alors, donc, la solution, on ne sait pas. Hein. Alors, voici différentes explications d'effet Black-Scholes que j'ai pu identifier. Là, vous en avez 14 des modèles d'explication. Le premier date de 1936 par cette dame qui a proposé donc qu'il y avait entre le mode de pulsation radiale et le second Overton, hein, c'est-à-dire le premier harmonique, hein, il y avait une résonance, hein, donc entre deux modes, effectivement, il y a un aller-retour d'énergie qui fait qu'on expliquerait une modulation de la courbe de lumière. Après, il y a eu des modèles qui étaient basés sur la présence d'un champ magnétique, hein, et donc il y a eu différents travaux qui ont été faits. Il y a eu des modes de pulsation radio avec des effets non adiabatiques. Donc, c'est le fameux monsieur le belge là, qui avait travaillé beaucoup sur cette question. Il y a eu des problèmes d'effets de marée dans des systèmes binaires. Hein. Alors, ça, c'était donc des modèles qui avaient pour objectif de reproduire la courbe de lumière et de comparer ça aux observations. Donc, des modèles plus ou moins élaborés.
Après, il y a eu des travaux comme celui de Kovacs en 1995, c'est donc une résonance entre un mode radial et des modes non radio, non observables, c'est une très faible amplitude, hein, ou des résonances entre un mode radial et un mode non radial observable cette fois-ci, dans une forte amplitude. Hein. Et ensuite, il y a eu effectivement des, des travaux sur la présence de compagnons dans une binarité, hein, pas forcément une deuxième étoile, mais un compagnon qui allait les perturber, comme Sigma-SCO dont on nous a parlé tout à l'heure, mais indépendamment des RR où on observe en Sigma-SCO des variations des raies qui sont déformées parce qu'il y a un compagnon qui approche plus ou moins et qui va générer un effet de marée qui va faire des variations du kappa mécanisme. C'est assez intéressant à observer. Ensuite, il y a eu différents autres modèles, comme encore des problèmes de résonance. La résonance, ça plaît beaucoup. Et dans les derniers modèles, il y a eu donc Bucher et Collat, qui en 2011, alors eux, ce sont vraiment des théoriciens mathématiciens, ils ont décrété que quand ils faisaient marcher leur modèle, alors tous ces gens-là, hein, tous ces gens-là ici, quand ils font des modèles de ces étoiles-là, ce sont des modèles, en gros, ça va du cœur de l'étoile jusqu'à la photosphère. Il n'y a pas d'atmosphère avec ces étoiles, puisque l'atmosphère est réduite à 2-3 couches, donc il n'y a pas d'atmosphère, ça s'arrête à la photosphère. Or, vous voyez bien que l'information qu'on récupère, spectroscopique ou photométrique, démarre à la photosphère, inclut tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Il se passe des choses. Mais tous ces gens-là sont incapables de reproduire des raies spectrales qui varient avec, parce qu'ils n'ont pas de modèle atmosphérique. Donc, ces gens-là, qui avaient donc un modèle de RR sans atmosphère, ont remarqué qu'il y avait une résonance entre, disons, le mode fondamental et le 9e overtone de cette étoile-là. Alors, ils ont remarqué ça et ils ont effectivement proposé que c'était simplement une résonance entre, donc une interaction, un échange d'énergie, effectivement, entre ce 9e overtone, non, pourquoi le 9e? Parce qu'eux, ils ont mis ça dans leur modèle, hein, et le mode fondamental. Ensuite, moi, je suis arrivé là-dedans en disant, mais c'est quand même bizarre, tous ces gens-là ici ont toujours ignoré la présence des phénomènes atmosphériques. La présence des raies d'émission, la présence donc de chocs hypersoniques, hein, c'est-à-dire qu'ils vont à 20 fois ou 30 fois la vitesse du son, ce qui est considérable, et ça transporte de l'énergie. Tout le monde a ignoré ça. Donc j'ai dit, ce serait intéressant de voir effectivement, de prendre ça en considération, et si on est capable d'expliquer effectivement des variations de luminosité, hein, et encore mieux, tous les phénomènes associés, qui sont les variations spectrales qu'on peut examiner. Et puis récemment, il y a eu ce gars-là qui a repris une idée précédente. Alors lui, c'est un gars qui travaillait dans les systèmes de radio, dans un institut aux États-Unis, et qui a rencontré une demoiselle qui s'appelle Catherine Kohlenberg dans un colloque, et elle lui a dit, ah ben, il y a peut-être des couplages de mode, etc. Alors le gars, lui, le nouveau couplage de mode, alors là, c'est très très fort. Hein, il a commencé à construire un article, 2 articles, où on couple des modes radio, des modes non radio, hein, et puis on essaye de reproduire la coupe de lumière. Alors, je me rappelle que j'avais eu une bagarre avec lui, parce que j'avais été le référé de son premier article, et vraiment, c'est un rouleau compresseur, le mec. Il a ses idées tout droit, et moi, dans ses bottes, il ne veut rien savoir d'autre. Hein, c'est impressionnant. Enfin bon. Alors, quelle est la bonne explication? Puisque l'ensemble de ces explications, pour l'instant, n'apporte pas encore, donc personne n'a remporté, oui. Tu n'as pas parlé du dernier modèle, le 14e. Le 14e, je vais en parler là. C'est pour ça que j'ai un peu rapide. C'est pas bien. Alors, quel est le bon modèle? Bon, là, en fait, dans les 10 ans qui viennent, on va être là-dedans. Et j'espère que les observations qui vont progresser dans les 10 ans vont permettre effectivement de mettre le doigt dans la bonne direction. Alors, voici un article qui est paru récemment, cette année. Hein. C'est donc Smolek qui a rédigé un petit peu une synthèse actuelle des différents modèles qui pourraient, disons, susciter de l'intérêt. Hein. Et bien sûr, il y a les modèles magnétiques qui font appel au champ magnétique. Alors, ils sont assez intéressants, ces modèles-là, parce que, bon, on va supposer que l'étoile tourne autour d'un axe et qu'il y a un axe magnétique qui est un petit peu incliné, et
on va supposer que ce champ magnétique incliné, hein, par rapport au mode radial fondamental, ça va donner une espèce de composante fluctuante qui va expliquer l'effet de Blaschko. Alors, le problème, c'est que pour que ça puisse marcher, il faudra avoir au moins un champ magnétique de l'ordre de 1000 Gauss. Alors, bien entendu, les gens se sont rués à détecter des champs magnétiques, notamment dans la RLY, qui est très brillante, pour voir s'il y avait un champ de 1000 Gauss ou plus dans ces étoiles-là. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu détecter, même on utilisait 3,60 m avec Espadon et tout à Hawaï, on n'a pas pu détecter, c'est un article qui monte à 2009, l'existence d'un champ de plus de 130 Gauss. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un champ magnétique suffisant pour effectivement suggérer une modulation potentielle avec un couplage entre le mode fondamental et un champ magnétique. Donc ça tombe. L'idée de la présence d'un champ magnétique modulant, ça ne peut pas marcher. Oui, mais d'autres, visiblement, l'ont mesuré. Alors, ici, ce sont... Non, mais ceux qui ont fait ça, c'est des applications qui remontent à 40 ans. C'était des Russes avec des plaques photos. Donc je pense qu'ils se sont fourvoyés. Et c'est l'opinion générale. Cette fois, avec les plaques photos, ce que ça donnait, les détections de champs magnétiques à l'époque. Donc je pense en fait là, il n'y avait pas vraiment de valeur, ça n'a jamais été confirmé. La preuve, avec Espadon et un 3,60 m, il y a eu de l'énergie qui a été dépensée, et pas seulement sur RLY, rien à faire. Donc l'ensemble des modèles magnétiques n'ont pas tenu la route. Alors il y a eu aussi récemment, en 2006 et encore récemment, il y a un gars qui a dit ah ben c'est des couplages avec le champ magnétique au niveau subphotosphérique qui intervient et tout. Donc un modèle qui était assez mal défini, qui était une idée un peu accrochée en l'air, etc. Il y a eu un article qui date effectivement de 2012, qui a démonté effectivement cette idée-là et qui a démontré qu'il y a une incompatibilité entre les observations actuelles et cette idée théorique. Alors, ce qui restait encore au jour d'aujourd'hui, ce qui reste un peu sur le marché, c'est le modèle du couplage 9,2 entre le mode fondamental et donc ce 9e overtone, le modèle des chocs, et puis cette espèce d'excitation de mode fait par Brillant ici. Alors voici le modèle de Brillant. Donc lui, c'est un modèle en fait relativement simple. Hein. Il va prendre simplement un couplage entre une interaction entre un mode radial et non radial. Bon, il n'y a pas vraiment une résonance, hein, mais simplement il y a une espèce de couplage, une perturbation, une espèce d'excitation entre ces deux modes-là. Alors ici, il a représenté les points bleus sont l'observation, hein, une observation faite avec le satellite Kepler. Donc c'est de la courbe de lumière. Ici, vous avez des phases Blaschko. Et en rouge, vous avez sa prédiction théorique. C'est un couplage simple. Alors, on s'aperçoit par exemple qu'autour du maximum Blaschko, son modèle est incapable de reproduire le bump. Pour lui, il n'y a plus de bump, ça n'existe plus. Alors moi, je vais signaler, je lui avais dit, parce que là, il nous racontait qu'il avait un remarquable fit entre les données d'observation et ses calculs de modèle. Je lui avais dit quand même, si vous voulez prétendre ça, il faut au moins, parce que c'est bien connu, qu'il y a bien un bump observé autour du maximum de lumière. Or, vous ne voyez rien. Il a toujours voulu ignorer, effectivement, qu'il n'avait pas, son modèle n'était pas capable de reproduire un bump. Donc là, du coup, il a ressorti un nouvel article, j'ai vu ça, dans un colloque, où il a abandonné ce modèle-là pour en refaire un autre, de couplage de mode, autrement. Mais bon, à mon avis, tout ça, c'est de la quincaillerie de couplage de mode simple. Et il va absolument pas chercher à expliquer, comme vous allez voir après, les observations spectraux qui, effectivement, varient avec le mode, disons, avec l'effet Blaschko. Donc celui-ci, pour l'instant, je le mettrai un petit peu de côté, parce que ça me paraît du bricolage. Bon, lui, c'est pas un physicien, c'est un mathématicien de couplage de mode, et c'est pour ça qu'il a effectivement un peu de mal. Alors, ce qu'il est apparu avec les données satellitaires, c'est que, en fait, une étoile Blaschko, c'est une étoile qui fait sortir un tas
de fréquences secondaires, et ce n'est pas seulement une ou deux fréquences propres bien déterminées, il y a toute une armée de fréquences qui surgissent. Contrairement au cas d'une étoile non Blaschko, l'étoile Blaschko va effectivement sortir plein de petites fréquences qui lui sont associées dans tous les sens, et c'est un peu anarchique, ça vient, ça part, donc certains ont dit qu'il y a un phénomène chaotique là-dessus, donc ça c'est l'opinion de notre ami ici présent qui a décrété tout à l'heure qu'il y avait un modèle de dynamique chaotique. Hein. Ça veut dire que s'il dit ça, ça veut dire qu'il pense qu'on est capable de réduire à un système d'équations simples la dynamique de l'effet Blaschko à quelques fréquences qui vont générer des milliers de fréquences sous un effet chaotique, c'est-à-dire un effet qu'on est capable de prédire au sens statistique du terme. Hein. Donc je lui laisse la responsabilité de ça. Et on va attendre ces équations pour voir effectivement s'il arrive à nous expliquer ça de manière plus quantitative. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle des chocs, il y avait quelque chose qui était nécessaire d'être présent, c'était bien sûr de voir le mode fondamental, comme on voit ici, mais aussi de détecter la présence du premier overtone dans ces étoiles Blaschko. Alors, dans RRY, grâce effectivement à Kepler, on a été capable de trouver, certes il est faible, la présence du premier overtone. Ça veut dire que dans RRY, il y a à la fois le fondamental qui est excité, qui est dominant, mais aussi le premier overtone, hein, ce mode-là, qui existe aussi, qui est un peu actif. Faiblement actif, puisque le rapport d'amplitude entre le fondamental et le premier overtone est compris entre 70 et 140. Hein, ça dépend des cycles, ça dépend aussi des étoiles, parce qu'on a vu ça sur d'autres étoiles. Donc, dans RRY et l'étoile Blaschko, il y a deux modes excités, dont un qui domine le fondamental. Ça, c'est un fait qui est établi. Aussi, là, c'est MW-LIR, que vous avez vu tout à l'heure un petit peu gondolé. Il n'y a pas que la lumière, la courbe de lumière qui varie. Là, vous avez la température effective de l'étoile, moyenne. Hein, c'est-à-dire que vous observez un cycle, vous déterminez une température effective pendant ce cycle, vous observez le cycle suivant, vous déterminez la température effective, etc. Et vous apercevez que la moyenne, enfin la température effective moyenne pendant les cycles varie pendant la phase Blaschko. Il y a une variation certes faible, d'environ 50 K, ici 65 K dans ce cas-là, mais la température effective moyenne de l'étoile varie pendant la période Blaschko. Ça, il faut que tout le modèle puisse l'expliquer. C'est une condition nécessaire. Et ce n'est pas l'autre avec ses problèmes de petits modes, etc., qui peut expliquer ce genre de choses-là. Impossible. Il faut, alors ici par exemple, pendant une étoile Blaschko, vous avez l'amplitude qui varie pendant la période Blaschko, l'amplitude de la courbe de lumière. Il faut l'expliquer. Vous avez la période de pulsation qui varie pendant la phase Blaschko. C'est pour ça qu'il est difficile, puisque pendant la période Blaschko, la période de pulsation varie, ce n'est pas une constante. On le voit bien ici, hein, vous avez là, vous passez de 0,402 jours à 0,383 jours, 93, hein, pour cette étoile qui s'appelle MW-LIR. Elle varie pour du temps. Alors, quand vous prenez une valeur de la période qui remonte à 2 ans, pendant que là, vous supposez que c'est ça, il y a des écarts. Et les écarts ne sont pas négligeables, puisque c'est de l'ordre de disons, quelques pourcents. Important. Là, c'est la température, c'est la magnitude visuelle moyenne. Elle varie aussi. Hein, bon, là, c'est le B-V, etc., qui varie. Là, vous avez le rayon moyen de l'étoile qui varie pendant la phase de Blaschko. Vous avez le log de la gravité, bien entendu. Ça, c'est la magnitude absolue. Là, c'est la luminosité de l'étoile qui varie pendant la période Blaschko. Hein, et là, bon, la température effective qu'on a vue tout à l'heure. Donc, tous ces paramètres physiques varient en plus de ceux de la courbe de lumière. Et tout modèle de Blaschko doit pouvoir expliquer ça. Il faut le prendre en compte. Juste pour faire une remarque, pour ne pas laisser mon camarade Benji se faire engueuler seul, comme ça je me ferai engueuler aussi. Ces paramètres-là, ils ont été déduits des courbes de lumière. Donc, ils n'ont pas été mesurés indépendamment. C'est les variations de la courbe de lumière qui impliquent ça. Il faut, Oui, il faut accepter le. Mais c'est en cohérence. Oui, mais il faut Je veux dire, accepter tu peux pas. Ce qui a permis de déduire ces valeurs-là, c'est des présupposés théoriques. Comme il y a déjà des présupposés qui sont dans les relations qui permettent de passer de ces variables. Il n'y a pas seulement la courbe de lumière, il y a aussi les variations de profil
qui permettent effectivement de faire des réductions de température, ou de gravité. Mais pas sur cette partie-là, en tout cas. Pas puisque sur on est là, sur mais des il n'y a pas que celui-ci. Mais il y a aussi les paramètres, ça avec le monsieur André Fauquin on avait bien montré, qu'effectivement, on peut déduire aussi des paramètres de ce type-là, des variations de ce type-là, à partir des profils de raie. Indépendamment d'une courbe de lumière qui intègre, et ça revient à peu près à la même chose. Alors, moi, ce que j'avais dit, c'est que les étoiles RR-lirées ne vont pas se situer dans la même zone, enfin, les Blaschko, que dans celles qui ne sont pas RR-lirées. Alors, ça, c'est le diagramme HR, donc vous avez la luminosité en fonction de la température effective, et vous avez plusieurs régions dans la bande d'instabilité. La bande d'instabilité, elle est là, c'est-à-dire que les étoiles qui sont ici sont stables, non variables, les étoiles qui sont ici sont aussi stables. Les étoiles qui vont pulser vont se trouver là-dedans. Alors, si on prend les 19 étoiles qui ont été observées par le satellite Kepler, ce sont donc ces points-là, les étoiles non Blaschko. Elles se situent toutes dans une zone de température effective relativement faible. Il y en a 19. Pourquoi elles se situent effectivement dans cette partie de faible température effective? Les 9 étoiles, il n'y a pas beaucoup, Blaschko, bon, à part celle-ci, les 9 étoiles Blaschko bien mesurées en photométrie, UV, etc., aucune ne se situe dans cette zone-là, elles sont toutes dans cette zone ici de couleur un peu jaune. Hein. Et c'est dans cette zone de couleur un peu jaune, c'est une zone où à la fois le mode fondamental et le first overtone sont simultanément excités. Avec bien sûr, soit vous avez le fondamental qui domine l'autre, ou soit le first overtone qui domine l'autre. Et dans cette zone-là, ici, qui est blanche, hein, vous n'avez que le mode fondamental qui est excité. Alors si vous prenez 19 étoiles plus 8 par un tri au hasard, et que vous les jetez sur le diagramme HR, qu'est-ce qui va se passer normalement? Les deux paquets vont se mélanger n'importe comment. Vous aurez des points noirs ici, des points rouges un peu partout, etc. Donc moi, je les jette là-dessus, c'est les mieux connues, les plus précises, elles se répartissent en gros en deux paquets. Bon, les frontières de ces zones-là, ici, sont extrêmement approximatives. Hein. Je ne vais pas montrer, mais si on prend des travaux théoriques, ça oscille, ça bouge, etc. Hein. On pourrait dire que, par exemple, la zone qui est là, elle pourrait passer ici, et celle-ci pourrait décaler ici. Ça, ce n'est pas un problème. Hein. C'est vraiment, il y a une incertitude considérable concernant ces positionnements. On sait que ces régions-là existent, mais elles sont posées comme ça. Donc, déjà, avec 8 plus 9, 19 étoiles, il y a déjà une répartition sur les mieux connus, au niveau des paramètres de température effective moyenne et de luminosité moyenne, ça se répartit déjà là-dedans. Ça veut dire qu'on pourrait conclure que l'ensemble des étoiles Blaschko se situe pour exister dans une zone où le fondamental premier overtone doivent être excités. Et tandis que toutes les étoiles qui sont non Blaschko se situent dans une zone très froide où il n'y a que le mode fondamental qui peut exister. Alors, ce modèle-là ne peut pas effectivement arriver à expliquer ce genre de... C'est le mot d'ouverture. Oh, mais voyez-vous ce que peut générer l'excitation. Alors là, je ne sais pas si ce sont des modes. Alors, à mon avantage, disons que ce que je viens de vous faire remarquer serait un peu favorable à ce modèle-là, sans démontrer qu'il est forcément bon. Alors, si on regarde un modèle de pulsation avec atmosphère, hein, il apparaît une chose importante, c'est que vous avez des régions de formation hein, où vous avez plusieurs ondes de choc par cycle de pulsation hein, d'une étoile RR-lirée. Vous avez au total 52 chocs produits chaque période, qui vont toutes finir par se rassembler dans un choc principal. Là, c'est le rayon que vous avez en fonction de la phase de pulsation. Et ces chocs-là sont des chocs très rapides dans des gaz ouverts, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas des chocs qu'on connaît nous sur Terre, qui sont relativement modestes, mais qui vont générer effectivement les degrés, enfin qui vont exciter les degrés internes de liberté des atomes, hein, et donc créer du rayonnement.
Donc, quand vous voulez modéliser effectivement une onde de choc de ce type-là, c'est très très compliqué parce que vous avez un couplage entre le transfert de rayonnement qui se propage, avec le rayonnement qui se propage à 300 000 km à la seconde, et une onde de choc qui va aller une centaine de kilomètres à la seconde. C'est-à-dire que les photons qui vont être produits ici derrière vont pouvoir traverser ce milieu-là et être absorbés ici devant. Et le calcul du flux de rayonnement ici va dépendre du nombre d'électrons qui sont ici, qui eux-mêmes vont dépendre du flux de rayonnement qui les aura attaqués. Donc, il y a un modèle autocohérent qui est capable de faire ce type de calcul, donc ça devient très vite très très compliqué. Avec un russe qui s'appelle M. Fadayev, on a fait un modèle qui reste encore aujourd'hui le plus élaboré d'une onde de choc de ce type-là, radiative, avec un atome à 10 niveaux d'hydrogène. On a produit les profils de Ray, donc on a résolu l'équation de transfert et tout, mais c'est très très compliqué dès qu'on veut effectivement faire du quantitatif avec ce genre de choses-là. Parce que ce choc-là, très compliqué à calculer, il faut le mettre dans une atmosphère pulsante, et il se balade. Donc le calcul n'est pas simple. Et en plus, bon, il y a le fait qu'il faut considérer des fois le milieu optiquement mince ou épais, donc ça tout de suite, la théorie complète à faire, c'est pas aujourd'hui ni demain immédiatement qu'on va y arriver. C'est possible de faire des choses, mais c'est compliqué. En plus, pourquoi il est si difficile d'observer l'hélium en émission, hein, parce qu'il y a une grande différence entre un atome d'hydrogène et un atome d'hélium, c'est que pour avoir H alpha, il faut au moins exciter à 10,2 électronvolts le premier ou le deuxième niveau effectivement d'hydrogène. Donc ça correspond, vous savez qu'un électronvolt c'est 11 600 degrés, donc ça correspond à peu près à 118 000 degrés, donc il faut une agitation assez importante, tandis qu'il faut monter à plus de 244 000 degrés pour aller exciter et voir les raids de l'hélium. Mais attention, quand je dis ça, ce sont des températures d'excitation au niveau électronique. Mais en fait, quand vous regardez la distribution de Maxwell des vitesses des atomes, hein, si je suis à 15 000 degrés, là donc vous avez la probabilité de rencontrer l'atome en fonction de sa vitesse ici. En fait, à 15 000 degrés, il n'y a que les atomes situés dans la zone de plus grande vitesse, c'est-à-dire au-dessus de 240 000 degrés, qui vont pouvoir générer l'hélium. Donc il y en aura. Donc on voit bien effectivement que les atomes d'hydrogène, vous allez les avoir dans un gaz à peu près autour de 10 000 degrés, tandis que l'hélium, il faut commencer à aborder les 25 000 degrés, il faut commencer à en avoir. Bien sûr, ça c'est dans un régime à l'ETL, ce qui n'est pas le cas dans une onde de choc. Donc c'est pour ça que voir des atomes d'hélium en émission, cela signifie que vous avez une énergie considérable dans le gaz, ce qui n'est pas le cas quand il n'y a pas d'onde de choc. Donc il faut vraiment des ondes de choc pour voir ces émissions. Voici notre observation, hein, que nous avons faite au CFH du 58-75 qui est ici. Donc on le voyait effectivement sur 3 spectres, il y avait l'hélium à 58-75. Hein. Et regardez, pour l'hélium, pour 46-86, a priori on ne voit rien. Mais ce qui est curieux, c'est que pour ce spectre qui est à 0.911, il y a un tout petit zizi de rien, hein, qui fait à peu près 2-3 millièmes du continuum, au moment où vous avez l'apparition ici. Si ce tout petit zizi ici, il faut vous en convaincre, avait été vu ici ou là-haut, on dirait qu'il n'y a rien du tout, c'est une fluctuation du bruit. Mais nous pensons effectivement qu'il y avait, on suspectait une détection. Et on rencontre le même problème qu'il nous a montré tout à l'heure, effectivement. Alors, sur des dessins 2D, on voit mieux le phénomène. Je voulais vous montrer ça pour faire la corrélation par rapport à ce que tu as montré. Effectivement, qu'on peut suspecter quelque chose parce que, même si on ne le voit que sur un spectre, parce que ça arrive au même moment des maximums d'émissions des autres émissions qui sont indiscutables. Alors, pour finir, on parlait donc dans le modèle des chocs, effectivement, de modèle hydrodynamique radiatif. Alors, en général, la convection, c'est-à-dire les étoiles qui sont convectives, on va y trouver par là, et les RR qui sont par ici, sont convectives. Elles sont convectives comment, ces étoiles-là? Voici un travail qui a été fait par des Shintok, ici, un travail d'importance, hein, parce qu'ils ont démontré. Alors ici, vous avez le log de la température. La photosphère, elle est par ici. La photosphère, c'est une là. Vous avez un modèle de température active à 6800 K et un autre à 6200.
Alors, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est simplement la courbe où on fait le log de l'énergie radiative sur l'énergie totale, enfin luminosité radiative sur celle totale. On s'aperçoit que, vous voyez ici en dessous la photosphère qui est là, hein, la courbe en fait est égale quasiment à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie d'unité radiative, tout est convectif. Mais dans cette zone-là ici, qui correspond en gros à la zone, parce qu'ici vous avez trois zones, les zones d'ionisation de l'hydrogène, de l'hélium 1 et l'hélium 2. Pareil, on les retrouve ici, ces trois zones-là. Dans un modèle assez froid, donc là où il y a du transfert convectif, le transfert convectif survient dans les trois zones du kappa-mécanisme. Et au-dessus de cette température-là, eh bien, le transfert convectif intervient que dans la zone qui est près de la photosphère de l'ionisation de l'hydrogène, mais pas dans celle de l'hélium. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous faites un modèle de pulsation, si vous êtes en dessous 6200 K, il vous faut un modèle de pulsation avec convection, sinon votre modèle n'est pas valable. Et si vous êtes au-dessus de ça, là, un modèle purement radiatif marche. Alors, faire un modèle de pulsation convective, c'est assez compliqué, surtout si vous incluez l'atmosphère. Et si vous avez un modèle purement radiatif, c'est intéressant parce que amortir les ondes qui sont générées, notamment les ondes de choc, avec un modèle convectif, c'est assez simple. Et surtout, les hypothèses qui sont faites pour modéliser les chocs, eh bien, on tue les ondes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, la température nécessaire pour modéliser la température effective, pour toutes les étoiles Blaschko, seulement des modèles radiatifs sont valables parce que la convection ne va pas jouer dans les zones du kappa-mécanisme. Et tandis que dans toutes les étoiles non Blaschko, il faut absolument faire des modèles avec convection. Donc les calculs que nous avons faits, les modèles que nous avons faits avec André Fokil, en fait, qui ne sont absolument pas convectifs, s'appliquent aux étoiles Blaschko. C'est pour ça que quand nous avons prédit effectivement que l'existence effectivement de ce phénomène Blaschko par les chocs, ben, notre modèle s'appliquait. Par hasard. Par hasard. Mais du coup, ça c'est vachement important parce que comme ces températures et ces luminosités, en fait, elles ont été déduites d'une utilisation de modèles d'atmosphère statique de Coase, si justement il y avait ce problème de convection, ça veut dire que les températures qui sont là ont été déterminées sont complètement fausses. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. De la Chine. Exactement. C'est vrai que le travail des Shintok, c'est un très beau travail. Et c'est les modèles de convection les plus sophistiqués qui existent, avec les modèles de convection turbulents et tout, ils sont pas mal du tout. Et c'est à date de 98, hein, c'est un bon modèle. Donc, nous, notre modèle, effectivement, de pulsation atmosphérique non convective, donc purement radiatif, et il a été élaboré en 97 dans cet article-là. Hein. En fait, on voulait, nous, interpréter comme objectif le dédoublement des raies métalliques, mais tout le modèle est là-dedans. Hein. Et un modèle comme ça, en fait, ici, vous avez la photosphère. Au-dessus, c'est l'atmosphère, et en dessous, c'est le reste. Là, c'est le cœur de l'étoile. On est descendu au niveau description des couches jusqu'à 540 000 degrés, et on voit que là, que la pulsation ne joue plus, il y a encore moins dessous. Donc tout ce qui est réaction thermonucléaire ne joue pas. Hein, ça n'est pas affecté par la pulsation. Il n'y a que les couches extérieures qui sont affectées. La zone d'ionisation d'hydrogène, elle est sur la photosphère, ici, hein, et les deux autres sont juste en dessous. Alors, le kappa-mécanisme, je l'ai rappelé tout à l'heure, simplement, pendant la compression, un stockage d'énergie de compression dans les degrés d'ionisation des atomes, donc je ne reviens pas dessus. Et lorsque nous, on s'amuse à démarrer pour savoir si une étoile va pulser ou pas, on prend donc un modèle hydrostatique qui est calculé, on injecte une petite perturbation en champ de vitesse, et on voit, comme ici, le champ de vitesse va s'amortir, donc là vous avez le temps et le rayon de l'étoile, donc si la pulsation, donc le rayon de l'étoile finit par relaxer, il retourne à son équilibre, dont l'étoile n'est pas dans une zone pulsante. Par contre, si effectivement à partir d'un petit boom, un petit écart à l'équilibre, effectivement, on peut amplifier et arriver jusqu'à un cycle limite d'un rayon effectivement qui s'en retourne
entretient. Ça vous donne effectivement le démarrage de la pulsation. C'est comme ça qu'on arrive à savoir si on pulse ou pas. Alors ici, vous avez... Denis, Oui, donc, il y a le phénomène de pulsation dépend à l'endroit où naît l'excitation. oui, il y a ça. Où a lieu l'excitation. Oui, bien sûr. L'étoile dans le diagramme HR va rester un certain temps, elle ne bouge pas à grande vitesse. Donc, en fonction de là où il est, il faut que les paramètres effectivement, physiques de l'étoile permettent un non-amortissement d'un mouvement effectivement de l'étoile. Donc, ça atteint ce qu'on appelle le cycle limite quand c'est stable et que la zone, l'endroit où se trouve l'étoile avec ses paramètres physiques, puisse permettre effectivement que le stockage d'énergie de compression dans les degrés internes de liberté d'ionisation puisse redonner assez d'énergie pour qu'il n'y ait pas amortissement. Alors ici, c'est deux exemples de calcul. Là, c'est pour le mode fondamental et ça, le premier Overtone. Donc là, vous avez l'énergie cinétique générée par le mouvement de la pulsation de l'étoile en fonction du temps. Donc il y a à peu près, là, sur cette durée-là, entre 2500 pulsations. Hein. Et là, en fait, l'étoile, avant de rejoindre son cycle limite de pulsation permanente dans le mode fondamental, eh bien ici, en fait, elle va connaître une perturbation. Elle va hésiter entre soit pulser dans le mode fondamental ou pulser dans le premier Overtone. Parce que l'étoile se trouve dans cette zone du diagramme HR où soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc là où sont les étoiles Blaschko, à mon sens. Et là, c'est un autre cas, un autre exemple où, en fait, elle hésite là, mais plutôt que d'aller là-haut sur un mode fondamental, elle va aller pulser sur un premier Overtone. J'avais lu, je ne sais où, que le mode qui allait être sélectionné dépendait du sens dans lequel on arrivait sur la bande. Comment ça se passait Ça peut jouer. Effectivement, ça peut jouer. Ben après, il faut regarder chacun des modèles. Hein. Effectivement, il faut aller évoluer. Mais bon, quand tu fais un modèle, en fait, tu ne sais pas où tu vas tomber, sur le fondamental ou sur le premier Overtone, si ça se trouve dans cette bande intermédiaire que j'ai montré en rose tout à l'heure. Oui. Mais bah, du Ou coup, là, soi-disant les étoiles là, Blaschko. on n'intègre pas l'historique d'évolution, le fait qu'elle arrive de la droite ou de la gauche. Ah non, non, là, on prend des points. En fait, ce que tu fais, tu prends une température effective, une composition chimique, hein, une masse, donc tu prends un point. Tu la fixes d'entrée de jeu, quelque part. D'accord. Ah oui, alors donc ça, c'est quoi ça? Ben, ça, c'est effectivement pour vous dire que lorsqu'on prend une étoile qui est dans la zone Blaschko, moi j'estime Blaschko, il va y avoir une zone de formation d'un choc ici, hein, qui devra être causée, hein, son origine, par le first overtone. Et c'est lui, effectivement, qui va aller perturber le fondamental, et cette perturbation modulée va générer l'effet Blaschko. Alors si c'est vrai ce que je dis, j'ai fini ça. Si c'est vrai ce que je dis, c'est bizarre, on retrouve ça. Eh bien, ce monsieur-là a pris comme ambition de prendre une série d'étoiles, mais de l'ordre de, pas comme moi, ni 8 ni 19, mais d'en prendre plusieurs centaines, à partir de la survie qui ont été faits, et d'aller placer toutes les Blaschko qu'il aura détectées, voir où elles se placent. Est-ce qu'elles se placent là ou est-ce qu'elles sont mélangées partout, à l'échelle de plusieurs centaines. Et s'il termine ce travail-là, effectivement, et qu'il démontre que plusieurs centaines d'étoiles RR Lyrae, toutes celles qui sont Blaschko se placent dans cette zone-là, à ce moment-là, effectivement, ça veut dire qu'une Blaschko est forcément, comme prévu par le système de choc, dans cette zone-là. Donc c'est en cours. Mais enfin, elle se déplace dans cette zone. Mais ce qui compte pour toi, c'est. Non, mais elle se déplace tellement lentement, ça se chiffre en milliers d'années. Après, évidemment, sur le site de pulsation, la température elle varie. D'accord, donc en fait, il est probable que RR Lyrae ne nous suffise pas à expliquer en partie, à avancer dans l'explication de l'effet Blaschko et de sa physique interne, et qu'il faudra étudier d'autres étoiles situées à d'autres moments où ça tergiverse différemment pour cerner davantage le problème. Ouais, alors il faut savoir, elle est ici, les RL Lyrae. RL Lyrae est là. En fait, elle est sur la frontière, elle doit sortir actuellement pour aller dans la zone non Blaschko. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement elle subit des perturbations. Elle est juste sur la frontière. Donc, Et l'autre, c'est pas loin, pareil, sous la frontière, mais plus bas. Oui, attention, la frontière, ça a plus ou moins 3 fois l'épaisseur de ça. c'est ce qui aurait pu m'apparaître vu de façon vulgairement chaotique. Alors. Je ne sais pas où est ton chaos, mais. Bah,
elle est à la frontière, donc elle tergiverse. C'est quoi, peut-être elle pour ça tortille. qu'actuellement, depuis quelques années, elle nous fait des choses un peu curieuses. C'est peut-être un peu comme le cerveau, avant de mourir, il a une suractivité, donc elle est peut-être en suractivité, effectivement, avant d'aller passer dans le phénomène d'Omblashko. Hein, elle est peut-être là-dedans. En tout cas, elle n'est pas là. Si elle était là ou là, on dirait, bon, bah, c'était une situation comme ça. Mais le fait qu'elle soit vraiment sur la frontière, pour quitter cette zone-là, Blasco, donc il y a peut-être, on assiste peut-être à quelque chose d'extraordinaire en observant cette étoile. Et alors, quelques mots sur les histoires des variations à long terme. Oui. Ça fait un moment qu'elle est sur le bord comme ça, à tortiller du derrière. Certes, ça fait un bout de temps qu'elle se rapproche du bord, mais ça fait seulement que quelques années qu'elle est suffisamment sur le bord pour nous produire ce que nous observons. L'hélium en émission, qui était inobservé depuis un siècle, hein, et d'autres phénomènes qu'on a vus qui sont les phénomènes liés au Blasco instable. On a un coup de pompe, quoi. Tu peux le dire, mon gars. Donc voici une étoile qui subit en espace de, là c'est 2007-2009, des variations. Bon, c'est une étoile Blasco qui a des modulations, mais ces modulations varient en amplitude sur quelques années. Elle est aussi en évolution. Voici une autre étoile entre 2004 et 2005. Son phénomène Blasco sur deux saisons différentes séparées de ces années-là n'est pas le même. Donc c'est une étoile Blasco qui varie au niveau de la courbe de lumière à ce niveau-là. Et voici par exemple 100 ans d'observation de RR Lyrae, de ce fameux au moins C en fonction du temps. Là vous avez 1996, là où se sont arrêtées les observations qui ont été collectées ici par ces gens-là. Et donc l'au moins C, donc on prend une origine de la pulsation, un maximum de pulsation, et ensuite à partir de cette origine qu'on a, donc là ça sera par ici par exemple, on va aller effectivement calculer tous les temps observés en calculant l'écart entre la phase prédite et la phase calculée. Donc on obtient le moins C en jour ici, entre un dixième de jour et moins 2 dixièmes de jour ici, et on s'aperçoit qu'il y a des évolutions très lentes, hein, sur quelques dizaines d'années, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et alors quel est le phénomène qui produit ça? On n'en sait rien au jour d'aujourd'hui. Ici, on est arrivé vers 1996 à un minimum, et là maintenant on a passé ici. On a changé, on est en train de remonter en moins C. Alors, faut bien comprendre que ça c'est un au moins C détaillé, hein, parce que chaque point ici écrase complètement tous ces cycles-là, ou celui-ci, hein, qui se trouve par ici. Donc en fait, c'est très détaillé, mais ça, ce sont vraiment des valeurs moyennes sur le très grand terme. Donc ça, c'est l'éphéméride qui a été utilisé avec donc le point 0, hein, le maximum 0 de pulsation, et la période utilisée sur tout cet ensemble-là pour tracer cette courbe. Alors, voici en fonction, donc ça c'est tiré du GEOS, de juillet 2008 à juin 2012, de RR Lyrae, où on voit les O-C en fonction du temps. Bon, c'est toujours la même chose que précédemment. Donc, on voit que l'O-C s'écroule. Donc, sachant que dans un paquet comme ça, les courbes sont comme ça en réalité. Hein. Et ce paquet-là, c'est celui-ci. Donc, il y a plein de cycles de pulsation là. Alors, on s'aperçoit que ça s'écroule, l'O-C. Il s'écroule, 2012. Hein, et l'hélium en émission est apparu ici. Là, il n'y avait pas d'hélium en émission. Donc, on dirait qu'il y a une corrélation entre la présence de l'hélium et la chute de l'O-C. Pourquoi pas? C'est un fait. Donc, aujourd'hui, on a remonté. Hein, on est en train de remonter. Bon, il n'y a pas encore de données accessibles pour permettre de tracer, mais le Borg les a actuellement. A-t-on passé le minimum des O-C? Donc, une nouvelle tendance. Alors, si on a passé le minimum et que la présence de l'hélium est associée à la chute vers un minimum et qu'on remonte, donc l'hélium devrait disparaître. Si l'hélium se maintient, c'est que la présence de l'hélium n'est pas due effectivement à cette courbe d'O-C, mais elle est peut-être due effectivement au trajet dans le diagramme HR et ce passage, cette transition entre la zone des Blasco et vers des non-Blasco. Donc il n'y a que l'observation là, spectroscopique qui va permettre effectivement de répondre à cette question. Voici donc la pulsation qui a été relevée en 2015. On voit effectivement cette chute, l'amplitude des O-C. Est-ce qu'il y a eu un minimum en 2014, que là ça semble remonter? En 2016, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. C'est à suivre. Donc pourquoi
D'une part, RR Liré présente-t-elle parfois des en émission? Pour répondre à cette question, on ne sait pas. Pourquoi RR Liré a-t-elle des variations séculaires sur des dizaines d'années, comme je viens de vous montrer? Pourquoi? Pour quelles raisons physiques? On ne sait pas. Et enfin, pourquoi RR Liré est-elle Blaschko? On ne sait toujours pas. Donc, je vous donne un an pour répondre à ces 3 questions avec vos télescopes. Et je vous remercie pour votre attention. Ah oui, des fois les neurones se vident.